parlons un peu de 2026. 2026, on a un petit peu les premières informations, ça se précise un peu plus sur justement la réglementation pour 2026. Vous savez qu'il y a une énorme nouvelle réglementation sur le Power Unit, donc sur le moteur, mais il va y avoir aussi une grosse mise à jour de réglementation sur le châssis et l'aérodynamisme. À la base, ça devait être vraiment que moteur et finalement, c'est aussi châssis et aéro. Globalement, alors, ce qu'on savait déjà, c'est que le moteur pour 2026, ça va rester globalement le même, donc on aura toujours un V6 turbo normalement de mémoire avec une partie hybride, sauf que la partie hybride on va virer ce qu'on appelle le MGUH. Vous savez, c'était le fameux moteur générateur qui était greffé au turbo et qui du coup c'est lui qui était responsable du remplissage des batteries beaucoup plus que le MGUK, donc lui on va le virer. C'est dommage parce que ça a évité le turbo lag, ça a évité plein de trucs. Le MGUH, c'est un appendice qui je trouve est excellent et qui mériterait presque d'être sur une voiture de route de tous les jours. Parce que ça te fait tourner le turbo en continu, ça recharge les batteries, ça t'enlève un turbo lag, enfin bref, c'est du génie ce MGUH, c'est du génie d'un point de vue d'un point de vue construction, c'est génial. Donc plus de MGUH parce que trop complexe en vrai à faire fonctionner, etc. visiblement pour plein de gens. Pour plein de motoristes en tout cas, et je parle surtout pour des nouveaux motoristes. Le MGUK sera x3 je crois, si je dis pas de bêtises, donc on passe à des globalement on met un moteur de Formule E dans la caisse en plus du V6 parce que c'est 350 kW, donc à peu près 475 chevaux, quelque chose comme ça de puissance totale. Aujourd'hui le MGUK il fait 163 chevaux, là on va passer à 475, pas loin de 500, t'imagines le bordel. Du coup, alors forcément, on va avoir des plus grosses batteries, une partie hybride un peu plus grosse, etc. Le moteur lui-même, le Power Unit, va prendre des kilos. Il va passer de... On est à 150 kg et quelques aujourd'hui, je crois. Donc il va prendre plus 40 kg sur la balance. Donc il est pas loin de 200 kg le moteur, ce qui est colossal. J'ai lu que sur cette nouvelle réglementation, alors ça c'est les trucs qu'on savait déjà, ok, ça c'est ce qu'on devait avoir, enfin c'est ce qu'on savait déjà quelque part en termes de motorisation, pas de souci. 100 kg d'essence toujours dans le réservoir, dont 30 kg servirait pour produire justement de l'énergie électrique uniquement. Donc on aurait 30 kg d'essence qui servirait juste à alimenter la partie hybride, la partie électrique du moteur, puisque comme on n'a plus le MGUH, il n'y a que le MGUK qui peut récupérer de l'énergie. Donc pour alimenter les batteries, bah il faut 30 kg d'essence pour faire un générateur entre guillemets et alimenter le bordel. Je sais pas trop la gueule que ça va avoir, mais pourquoi pas. Ah, le coup de... Vous savez, alors peut-être que vous aviez vu le vlog, c'est exactement le même principe que l'Audi du Dakar. Vous savez, j'avais eu la chance d'aller au Dakar là en janvier dernier, et il y avait la Audi de Carlos Sainz Senior, qui est en fait une voiture à propulsion 100% électrique, mais où en fait tu as un moteur à combustion interne qui avec de l'essence fonctionne et alimente le moteur électrique. En fait, toute la propulsion se fait par l'électricité, mais pour alimenter ce moteur électrique, bah, en fait, c'est un groupe électrogène, quoi, globalement. Et c'était très bizarre parce qu'en fait, la voiture avait un régime moteur constant et tu la voyais accélérer, freiner, etc. Et en fait, à l'oreille, ça fait quelque chose d'extrêmement chelou, extrêmement bizarre. Donc c'est une sorte de groupe électrogène intégré, si vous préférez. Je sais pas comment ils vont rendre ça possible dans une Formule 1, puisque... Ça y est, on a d'autres nouvelles aussi, puisque les voitures devraient diminuer de taille. On devrait passer, aujourd'hui on a des voitures qui font 2 mètres de large, tout pile. On devrait passer à 190 cm, donc on devrait perdre 10 cm, donc 5 cm de chaque côté, ce qui est pas non plus énormissime, hein, on va pas se le cacher, qui réduisent la taille de largeur de 20 ou 30 cm, là on verra vraiment une vraie différence, mais là de 10 cm on verra pas spécialement une grosse différence. En revanche, on va réduire l'empattement, donc la distance entre les roues avant et les roues arrière, de 20 cm, ce qui va être un petit peu plus visible, mais globalement les voitures vont rester d'une dimension assez similaire, je pense. À l'œil nu, on verra pas spécialement de différence, je pense. On verra un truc, mais... ça sautera pas spécialement aux yeux, je pense. Donc faut pouvoir fitter tout ça là-dedans. On aurait quand même des ailerons qui devraient être plus petits et qui devraient entraîner une réduction de 40% de l'appui aérodynamique, ce qui est colossal, ce qui est énorme. Donc par la taille des ailerons, on aura l'impression effectivement que la voiture sera un peu plus petite, normalement, je dis bien normalement. Et ils voudraient réduire les voitures de 50 kg.
À la FOM, on a dit, Pat Simons, donc, qui a bossé notamment sur la réglementation 2022, a dit 50 possible. Dans l'immédiat, 20 kilos à aller chercher, oui c'est possible, ça se fera. 50 kilos à terme, un peu plus tard, ok. C'est compliqué parce que faut comprendre que les voitures vont prendre 40 kilos dans le moteur, donc on va passer de 150 à 190, mais on veut qu'elles perdent 50 kilos quand même, au total. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas où est-ce qu'ils vont aller chercher tous ces kilos, hein. Vraiment, pour le coup, ça va être l'enfer. Alors pour le coup, on est en train de parler à la FIA de savoir si la règle du poids minimum va pas sauter tout simplement, parce qu'en fait, ça va être tellement dur d'arriver au poids minimum que... Démerde-toi. Mais évidemment, il y aura des... Si jamais on fait sauter cette règle du poids minimum, il y aura des normes minimales sur certaines pièces, etc. à respecter pour que ce soit pas non plus... Ça aille pas dans l'abus, si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est complexe. Donc, effectivement, tu as un delta de 90 kilos à perdre. Globalement, tu vois. Parce que tu fais plus 40, moins 50. Le challenge, il est de taille hein, pour 2026 les potes. Il est de taille. Pour que ça ressemble à quelque chose qui soit un peu stylé, c'est de taille. Faut savoir aussi, juste je termine sur la partie propulsion, la F1 veut absolument que les moteurs ne fassent pas plus de 1000 chevaux. Ce que je comprends totalement. À un moment donné, on arrive, je pense aussi, même sur les voitures de route, à des chiffres qui sont complètement débiles, qui sont juste... inexploitables et qui ne servent strictement à rien. Je trouve que c'est des beaux objets, on est d'accord, hein. La Bugatti Chiron, les Koenigsegg Agera, machin truc, où on est à 1500, 2000 chevaux, machin. C'est très bien, il n'y a pas de souci, c'est des magnifiques objets, il y a quelque chose, etc. Mais ça sert à rien. Ça sert à que dalle. Et je vais être tout à fait honnête, demain, t'as des F1 qui font 2000 chevaux, ça sert à rien. À un moment donné, t'arrives au bout du truc, tu vois. T'arrives au bout du truc. À un moment donné, il va falloir que les voitures soient 4 roues motrices, machin. C'est juste qu'à un moment donné, les voitures vont aller trop vite pour le cerveau humain. Et ce sera plus intéressant, je pense. Tout bonnement. Et je vais vous dire, je pense qu'on voyait déjà un petit peu cette limite-là avec les concepts de Adrian Newey dans Gran Turismo. Vous savez la Red Bull XR, non, X je sais plus quoi, 2010 là, avec l'aspirateur, etc. où tu prenais des vitesses en virage qui étaient juste improbables, quoi. Tu prenais des épingles, tu les prenais à 150 km/h. Ça n'a pas de sens. C'est même plus regardable, c'est même plus très joli à regarder. La X 2010, voilà, c'est ça. Donc en fait, on arrive à une limite, et effectivement, la limite d'avoir 1000 chevaux, c'est bien. C'est largement suffisant pour une voiture de course comme une Formule 1. Donc c'est pour ça que le V6 va faire 500, 550 chevaux, pendant que le moteur électrique va faire à peu près visiblement la même chose, puisque c'était l'objectif d'avoir 50% d'hybridation et 50% de moteur combustion interne. Très bien. Pas besoin de plus, vraiment pas besoin de plus. Donc moteur combustion interne, le V6 va faire un petit 500 et quelques chevaux, ce qui aujourd'hui est presque pas assez quand tu regardes les voitures de sport, ce qui est ridicule. Et on devrait passer d'une boîte 8 rapports à une boîte 6 rapports, ce que je trouve pas mal non plus. J'ai toujours trouvé que 8 rapports de vitesse en F1 c'était trop. Tu passais ton temps à shifter, c'est trop. Moi je trouvais ça trop la boîte 8 rapports. Je trouve que repasser une boîte 6 c'est bien. Je pense par affection, j'ai une affection toute particulière pour les boîtes 7 que je trouve juste parfaites. 6 rapports je trouve ça un peu court. Je trouve qu'il y en a peut-être, il manque un rapport je trouve, tu vois. La boîte 6 tu vois c'est... Quand tu vas arriver à Monza, bout de ligne droite à la première chicane au Rettifilo, le downshift va être moins impressionnant d'un point de vue oreille, tu vois. Tu vas faire 6-2 ou 6-1 si vraiment tu as une traction de malade mentale, parce qu'il n'y a toujours pas de traction control, mais si tu as une hybridation parfaite et tout, la descente de rapport va être beaucoup plus douce, voire trop douce, ce qui je trouve est un peu dommage, alors qu'une boîte 7 aurait été juste ce qu'il faut, aurait été vraiment le bon... Voilà, mais 8 rapports je trouve que c'est... Moi j'ai toujours trouvé ça too much, perso. Donc voilà, donc boîte 6. Alors avec tout ce que je viens de vous dire, il semblerait que sur les simulations, les voitures vont être à peu près
à peine plus lente que les voitures actuelles. Je sais pas comment ils vont faire, mais c'est du délire. Pour résumer, donc, plus de MGUH, un V6 de 550 plus chevaux, une partie hybride de 475 chevaux, 100 kg d'essence, dont 30 kg qui vont servir à alimenter la partie électrique, en mode groupe électrogène si tu préfères. Le moteur va prendre 40 kg quoi qu'il arrive. Sur le groupe motopropulseur, ça va prendre 40 kg, donc on va passer à 190 kg au lieu des 150 avec quelques qu'on a aujourd'hui. Et on veut quand même que les voitures soient 10 cm moins larges et 20 cm moins longues sur l'empattement. On veut des ailerons un peu plus petits, on va avoir une perte d'appui de l'ordre de 40%, et dans tout ça, on veut réduire de 50 kg le poids total de la voiture. Bon chance. Là-dedans, on aura donc une boîte 6 vitesses contre 8 qu'on a à l'heure actuelle. Et je crois que je vous ai fait le tour du truc. Il y a du taf. Je vais être tout à fait honnête, les gars, il y a du taf. Il y a du taf. Je regarde un peu le chat parce que là, j'ai beaucoup parlé. Elle n'est pas que moteur, la nouvelle réglementation. Ah bah là, on n'est pas... Il n'y a pas un truc sur le carburant. Si, effectivement, oui, 2026, on est sur un carburant 100% synthèse. Donc 100% renouvelable, mais c'est pas le bon terme. Je trouve que c'est pas le bon terme, renouvelable. Carburant 100% de synthèse, donc avec aucune issue comment dire, d'une production où on utilise de l'énergie renouvelable pour pouvoir produire ce carburant. On utilise les déchets, machin, enfin plein de choses, etc. Mais en tout cas, on n'utilise absolument aucune énergie fossile. Donc c'est-à-dire on n'utilise à aucun moment du pétrole ou quelque chose dans ce sens-là. Donc en fait, le fait de faire du carburant à partir d'énergie renouvelable, déjà de 1, ça coûte cher à faire, mais effectivement, l'impact écologique est énorme parce qu'on réduit de 80% l'empreinte carbone du truc. C'est-à-dire que ce qu'on rejette du pot d'échappement, c'est risible, c'est rien du tout, même pour les voitures à l'heure actuelle. C'est toute la production, et ça a toujours été... Dans n'importe quel domaine, c'est la production de ce qu'on fait qui est ahurissante en termes de pollution, sur l'empreinte carbone. Quand t'entends que faut prendre le train, machin, etc. Alors, je sais pas si c'est le cas en France. Mais c'est-à-dire si tu prends le train électrique en Allemagne et que ton train électrique c'est bien, il pollue pas hein, directement. Mais si l'électricité elle est faite à partir d'une centrale à charbon, c'est complètement con. Hein. Autant prendre une locomotive diesel, tu pollueras moins frérot. Donc bon, voilà, globalement. Donc, et c'est pareil d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, les avions long courrier, c'est ce qui pollue le moins en termes de transport. Hein. C'est ce qu'il y a de plus rentable en termes d'énergie. Un vol long courrier, c'est ce qu'il y a de plus rentable en litres par personne au 100. Pareil pour la marchandise, etc. Vaut mieux prendre un avion que de prendre un super tanker. Après, si le super tanker il est alimenté par du fuel ou du pétrole, enfin du pétrole, non du coup, mais du fuel sustainable, durable, parfait. On n'est pas encore là, un jour peut-être, mais on n'est pas encore là.